D'accord. De toute façon, on va faire notre session parce que c'est important. Et bon, il y avait peut-être... c'était un peu plus compliqué aujourd'hui, non? Hein, c'était plus compliqué, ouais. Justement. Hein? Oui, à certains endroits, c'était rapide. Et donc, vous n'avez pas pu tout noter. Donc, ben, je vais faire pareil. Je vais faire un peu... Je vais revoir. Il y a certains points aussi qui n'étaient pas clairs pour moi que j'ai demandé à Guichela. Donc, d'abord... oui, on en était... Page 47. Donc, j'ai pas pris mon... Quelqu'un a le... Oui, bon, c'est pas grave. Après dans la quatrième dissolution, le signe, c'est la lueur d'une flamme. Hein. Oui, qu'est-ce que... Oui, oui. Ben, elle me le passe, Colette, regarde. Donc, c'est la lueur d'une flamme. Et en fait, là... merci Colette. Là, Geshe-la, en fait, le vacillement d'une flamme sur le point de s'éteindre. Et en fait, Geshe-la a parlé, et aussi dans le texte, à la page 47, il est question... donc, quand c'est 80... Lorsque les 80 conceptions... les 80 conceptions et le souffle, leur servant de monture, doivent se dissoudre avant l'esprit de blanche apparence. Hein, l'apparence blanche, l'esprit de l'apparence blanche se produit en fait à la 5e dissolution, quand les 80 conceptions se sont dissoutes. Et là, en fait, il y a... et donc, il y a une grande différence de grossièreté, de subtilité. Parce que les 80 conceptions se sont dissous. Ce sont des esprits, ici c'est écrit épais, normalement on dit grossier. Hein. C'est le paragraphe en haut de la page 47. Hein. Et les 80 conceptions donc n'existent plus au moment de l'apparence blanche, et l'apparence blanche est beaucoup plus subtile. Et ici, en fait, il y a, lorsque les 80 conceptions indicatives, aussi bien que le souffle de leur servante de monture, commence à s'absorber en la radieuse apparence blanche, une vision comme celle d'une lampe à beurre brûlant s'élève. Et donc, je me demandais un peu qu'est-ce que ça venait faire ici. Il en avait parlé hier aussi, ou avant-hier. Hein, comme du feu dans la terre, et un aspect rougeoyant, enfin de feu. Et ça avait l'air d'être en plus de la lueur de la flamme. Et donc j'étais un peu confuse par rapport à ça, parce que normalement on dit, bon, il y a la 4e, le signe interne, c'est la flamme sur le point de s'atteindre. Et donc là, il semblait qu'il y avait 2 choses. Donc j'étais un petit peu... donc j'ai demandé à Guichela. En fait, c'est ça, il y a un tressautement en fait, hein, de la... Quelquefois on dit grésillement, on a parlé de grésillement, mais en fait grésillement c'est le bruit. Et ici il ne s'agit pas de bruit en fait, ici il s'agit de vision. Donc la flamme qui est sur le point de s'éteindre, il y a un certain mouvement, un tressautement en fait de la flamme. Hein, et à la fin en fait, il y a comme... le prolongement de ce tressautement, c'est la lueur. Comme quand on dit, par exemple, un des exemples, c'est quand on voit la flamme, l'autel est assez haut, et si on est en contrebas, on ne voit pas la flamme, mais on voit la lueur de la flamme. Et la flamme d'une bougie, par exemple, au dernier moment, il y a cette lueur. Donc, il y a un peu un tressautement, et puis il y a la lueur à la fin. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Non, c'est pas dit rouge, forcément. Est-ce qu'on a dit rouge? C'est surtout la lueur, en fait, hein, je pense. Et dans le livre, c'est où? C'est écrit aussi dans le livre, page 47. Hein, deuxième paragraphe.
Non, je le vois pas. Donc, page 47 pourtant, oui. La lueur d'un foyer. Non, c'est où? Pardon? Ouais. Enfin, toujours est-il que on a vu ça quelque part et aussi Guéchel en a parlé, vous vous rappelez? Comme et bon, dans la terre, un foyer avec la lueur, c'est la même, ça fait référence à la même chose. Pour pour le rouge, il a parlé de ça, d'accord. Oui, d'accord. Un foyer, ah, voilà. Euh, Entre la 5 et la sixième, un foyer creusé dans la terre. De loin, on voit la lumière rouge rejoyante. Ça, c'était pour la sixième. Hein. D'accord, ok. Tandis qu'ici, c'est... euh, oui, ah, c'est marrant parce qu'il a parlé de la lueur. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît, parce que... Bon, bref, on va... Oui, vas-y. On va pas J'avais rester cru 107 ans comprendre là-dessus. qu'en fait, il y a la naissance d'une lumière vacillante, Ouais. comme la lampe à beurre, et qui en fait se transforme petit à petit en ce que tu disais, en espèce de halo de lumière blanche, mais ça donne, ça devient la fameuse lumière blanche. En fait, Ouais. ça va. Non, c'est pas ça. J'avais cru comprendre. Bon, enfin, peu importe. Et on va pas rester là 107 ans. Euh, Avant l'apparence blanche, c'est ce qu'il a dit, avant l'apparence blanche, en fait, il y a comme le tressautement donne lieu à la lueur, avant d'avoir l'apparence blanche. Et l'apparence blanche se produit lorsque les 80 conceptions sont dissoutes. Hein. Donc, c'est l'essentiel. Dans l'apparence, on l'appelle aussi le vide. Euh, L'apparence, le vide. Et ensuite, cette apparence vide va donner place à l'accroissement rouge après. Donc l'apparence blanche dure le temps pour la goutte blanche de se déplacer jusqu'au cœur. Et cette goutte blanche a l'apparence de la syllabe ham retournée, donc la syllabe ham tibétaine comme ça, retournée à l'envers. Hein. Alors que lorsqu'on parle de l'accroissement rouge, donc de l'endroit, donc ça c'est décrit aussi si vous lisez le livre, c'est bien expliqué. Hein. Les vents en fait des canaux latéraux à partir du chakra du bas de la colonne en fait. Donc remonte et libère la goutte rouge qui se trouve dans le chakra du nombril qui existe, qui est rouge et qui existe sous la forme d'une barre. Hein, c'est comme une barre rouge, c'est la forme qu'elle prend. Et donc cette goutte rouge libère cette goutte. Et cette croissance rouge, donc, se produit à ce moment-là, hein, le temps que la goutte remonte au cœur. Ou elle est arrêtée en fait parce qu'il y a des nœuds. Hein. Et ensuite, en fait, tous les vents dont les vents viennent au cœur, quand tous les vents se résorbent dans le cœur et les deux gouttes rencontrent celles qui sont au cœur, c'est l'approche obtention. Hein. L'approche obtention, c'est la vision d'obscurité, qu'on appelle aussi grand vide. Et ensuite, en fait, plus tard, il a dit, lorsque ces deux gouttes, en fait, elles rencontrent les deux qui sont au cœur, lorsqu'elles fusionnent, c'est la vision de Carl Lumière. Et donc, quand il a parlé de l'approche obtention,
c'est-à-dire la vision d'obscurité, il y a 2 étapes. D'abord, il y a la vision d'obscurité, et ensuite, il y a comme une perte de connaissance, jusqu'à ce que s'active la conscience extrêmement subtile de la claire lumière. Donc l'esprit est comme inconscient. Donc ça c'est à la page 49 par exemple, on l'appelle proche obtention car elle est proche de la claire lumière, et le grand vide car elle est dénuée de l'esprit de croissance rouge, ainsi que du vent lui servant de monture. Donc la première partie de l'esprit de proche obtention est accompagnée du sens d'un objet, mais durant la seconde partie, la personne n'est attentive à aucun objet, tout comme si elle sombrait dans l'inconscience et plongeait dans les ténèbres. C'est alors que tous les souffles et esprits qui naissent accessoirement du vent et de l'esprit très subtil cessent. C'est-à-dire tous les vents et les esprits, la base c'est le vent et l'esprit très subtil, et tout le reste naît de ça. Et donc à ce moment-là, à la fin de cette vision de proche obtention noire, en fait, tous les souffles et les esprits qui naissent accessoirement du vent et de l'esprit très subtil cessent. Ça veut dire qu'il ne reste plus que l'esprit et le vent très subtil. Donc la dernière portion de l'esprit de proche accomplissement, vécue dans l'inconscience, se poursuit jusqu'à ce que la conscience du souffle et de l'esprit très subtil, qui existe de manière non manifeste depuis le commencement dans l'état ordinaire, soit activée. C'est un peu, on peut dire, la base de la conscience. Donc la conscience du souffle et de l'esprit très subtil est activée, et lorsque ceci se produit, la claire lumière de la mort s'élève. Parce qu'en fait, il ne reste plus que l'esprit très subtil. Et donc, ensuite, il y a les définitions, la définition de l'apparence blanche, l'accroissement rouge et l'approche obtention noire. Et donc, dans cette définition, il y avait quelque chose qui ne me paraissait pas clair. Quand on dit que, par exemple, si je prends l'esprit rayonnant d'apparence blanche, c'est une conscience mentale qui se manifeste lors de la dissolution des conceptions et jusqu'à leur mouvement, c'est-à-dire leur réinstallation. Vous avez compris ce que ça veut dire? Oui, dans le sens inverse. Mais est-ce que ça veut dire que ça dure de ce moment-là jusqu'à l'autre? Parce que la façon dont c'est... Oui. Oui, quand on le lit, on dirait que c'est en continu. Mais en fait, ça veut dire que ça couvre les 2 occasions. Voilà. Oui. Il y a lorsque les conceptions se dissolvent, il y a cette apparence blanche. Donc, dans les 2 sens, on dirait. Dans le sens dissolution du grossier au subtil, et aussi, ensuite, à partir de la claire lumière, quand on rentre dans le bardo, il y a les visions dans l'ordre inverse, c'est-à-dire du subtil au grossier. Donc, dans les 2 cas, on passe par cet esprit d'apparence blanche. Et ici, parce que c'est ça qui me rend un peu confuse, parce qu'on dit lors de la dissolution des conceptions jusqu'à leur réinstallation. Et quand on lit ça, on pourrait croire que ça dure tout ce temps, mais en fait non, ça veut dire que... Pardon? Après leur mouvement. Oui, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça couvre ces 2. Ça couvre ça et l'autre. Ça couvre les 2 cas. Les 2 occasions, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que ça dure tout du long jusqu'à ce que ça soit réinstallé. C'est clair? Parce que ça peut prêter à confusion quand on le lit. Ensuite, la question que j'avais, c'est aussi en haut de la page 50, donc la
la définition d'un esprit rayonnant d'apparence blanche, c'est une conscience mentale qui se manifeste lors de la dissolution des conceptions, à laquelle apparaît la vision d'un vide blanc et à laquelle aucune autre apparence grossière de dualité n'apparaît. Donc j'ai eu une discussion avec Sheila. Quand on lit « aucune autre apparence grossière de dualité n'apparaît », ça veut dire qu'il y en a une apparence grossière de dualité, s'il n'y en a aucune autre. Ça veut dire que cette apparence, c'est une apparence grossière de dualité, si on lit grammaticalement, non? C'est ça qu'on comprend. Pardon? Et donc j'étais un peu confuse parce que j'ai parlé avec Sheila, je lui ai dit alors c'est grossier, c'est pas, est-ce que c'est duel ou pas? Donc si je lis mes notes, c'était où? Voilà, à laquelle aucune autre apparence grossière de dualité. Donc ici, quand on parle de non-dualité ou pas dualité, on ne parle pas de l'apparence d'existence véritable ou pas, parce que l'apparence d'existence véritable elle est liée. Vous savez, quand on parle de dualité, on peut parler de plusieurs niveaux. Aussi, quand on parle de la vacuité, au niveau, par exemple, des Chittamatra, au niveau des Madhyamika, quand on parle la voie du milieu, la vacuité, la non-dualité, c'est quand il n'y a pas d'apparence d'existence véritable. Ce n'est pas ce dont on parle ici. Ici, il y a une apparence d'existence véritable. Sinon, on pourrait dire que cette vision blanche, c'est une réalisation de la vacuité, s'il n'y avait pas d'apparence d'existence véritable. Donc, il y a apparence d'existence véritable, mais ce dont on discutait ici, c'était est-ce qu'il y a la perception de la distinction entre objet et sujet? Est-ce que l'objet et le sujet sont perçus comme étant des substances différentes ou pas? On parle ici de cette dualité. Et alors alors Geshe-la a dit des choses différentes. D'abord, il m'a dit, il a dit non, il n'y a pas l'apparence sujet-objet. Il n'y a pas de dualité grossière. Donc, mais après, il s'est contredit un petit peu. Je lui ai posé la question plusieurs fois. Non, parce que j'avais des doutes, donc c'est normal. Non, au début, il a dit il n'y a pas la dualité sujet-objet. Mais quand même, si je lis ici, quand on dit aucune autre apparence grossière de dualité, ça veut dire que ça, c'est une apparence grossière de dualité. Donc je lui dis, il y a dualité quand même. Vous dites non, mais quand même. Ensuite, aussi, ce qu'il est dit, bien que les 80 conceptions soient résorbées, l'esprit d'apparence demeure conceptuel, quoique d'une variété plus subtile et dualiste. Il n'est pas discursif, mais étant associé à un élément de représentation, il est conceptuel, c'est-à-dire il y a une image mentale. Donc s'il y a une image mentale, c'est dualiste. Par ailleurs, donc il est conceptuel, ça veut dire que il y a une image mentale qui apparaît. La chose n'apparaît pas directement, et donc on peut penser qu'il y a une certaine dualité. Et par ailleurs, l'esprit de claire-lumière est entièrement non conceptuel et non dualiste. Dans la claire-lumière, il n'y a aucune dualité, il n'y a aucun concept, et il n'y a rien qui n'apparaît. Tandis qu'ici, il y a quand même quelque chose qui apparaît. S'il y a quelque chose qui apparaît, est-ce que c'est pas duel? C'est duel quand même. Donc, je suis revenue à la charge. Et donc, Geshe-la a dit, oui, d'accord, il y a une apparence dualiste, mais il dit c'est quelque chose de subtil, même si là on dit grossier. Il dit d'accord, il y a une apparence dualiste sujet-objet, mais c'est subtil, ça veut dire c'est pas... oui, parce que déjà les conceptions ont été dissoutes, donc on est à un niveau plus subtil. On est à un niveau quand même d'esprit subtil. Donc il dit même s'il y a une apparence dualiste, c'est pas comme nous, comme on voit les choses nous. Nous on a une apparence dualiste grossière. Il dit c'est pas comme ça. Voilà, c'est l'explication que j'ai eue. Parce que bien sûr il doit y avoir des niveaux, beaucoup de niveaux.
Hein. Donc c'est tout relatif aussi. Donc ça, c'était un point que j'ai essayé d'éclaircir. Après, il a dit, plus longtemps on reste dans la période inconsciente, plus intense et claire apparaîtra la claire lumière. Hein, ça, c'est intéressant. On peut souhaiter rester longtemps pour que la claire lumière, on puisse la reconnaître. Donc, la claire lumière, un ciel pur et lumineux sans la moindre apparence dualiste. Alors, s'apparente en tout point à l'apparence de la vacuité. Certains disent que c'est une réalisation de la vacuité. Donc, cette claire lumière qui apparaît automatiquement, c'est l'esprit subtil qui apparaît automatiquement. Et alors, certains disent que c'est une réalisation de la vacuité. Est-ce que c'est une réalisation de la vacuité ou non? Hein? Vous êtes sûr? C'est grossier, mais c'est pas subtil. La vacuité, grossière alors, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ici, on est dans la claire lumière. Ici, on n'est plus du tout dans. On parle plus de la même chose. On parle de la claire lumière. Donc, oui, c'est ça. Donc, je vais lire mes notes, voir qu'est-ce que j'ai mis. Comme un ciel pur. Certains disent que c'est une réalisation de la vacuité. Nous n'acceptons pas que ce soit une réalisation de la vacuité. Les êtres font cette expérience sans reconnaître la vacuité. En fait, on peut dire, si vous voulez, c'est ça, en fait, c'est l'aspect conventionnel de l'esprit qui se révèle. Cette claire lumière, c'est l'esprit le plus subtil et c'est sa nature conventionnelle d'être comme ça. Après, on peut l'utiliser pour réaliser la vacuité, parce que c'est un vecteur spécial, c'est un esprit très spécial, et c'est facile de réaliser la vacuité avec un tel esprit si on comprend déjà la vacuité, hein, si on a déjà les empreintes. Donc, ce que j'ai noté, donc, les êtres font cette expérience sans reconnaître la vacuité. Mais si de notre vivant, nous avons une bonne compréhension, donc si de notre vivant, nous avons une bonne compréhension, même si nous n'avons pas réalisé la vacuité, mais nous avons une bonne compréhension, une bonne familiarisation avec la vacuité, sans aucun doute, on reconnaîtra la claire lumière. Reconnaître la claire lumière permettra de réaliser la vacuité. Donc, il faut la reconnaître, ce qui n'est pas facile parce que c'est un esprit très lumineux, on n'a pas l'habitude, mais en plus, il faut voir la vacuité, c'est-à-dire grâce à la familiarisation qu'on a, on peut voir la vacuité, mais en elle-même, c'est pas la vacuité. C'est ce que je comprends. Après, il y a des discussions là-dessus. Il y en a qui disent c'est la vacuité, il suffit de la reconnaître, de la voir pour réaliser la vacuité. Ensuite, on dit donc cette claire lumière de la mort, c'est la mort véritable, c'est ça la mort. C'est quand l'esprit est dans cet état. Donc ceci constitue, c'est-à-dire cette claire lumière de la mort, et constitue le corps de vérité fondamental. C'est-à-dire, pardon? Oui. Donc, cette claire lumière est le Dharmakaya de base. Le corps de vérité fondamental, ça veut dire le Dharmakaya au niveau de la base. Quand on parle de transformer ou de prendre la mort sur le chemin du Dharmakaya, en fait, on parle de ça. On parle d'utiliser cette claire lumière pour réaliser le Dharmakaya. En fait, quand on fait la pratique, on utilise cette claire lumière pour méditer sur la vacuité et on s'identifie à ça en disant « je suis le Dharmakaya ». Donc, cet état de claire lumière, c'est
le Dharmakaya fondamental au niveau de la base, puisque c'est quelque chose au niveau de la base de ce qu'on a naturellement. Tout le monde a ça. Hein. Donc, on le nomme ainsi car il forme la base de purification en transformé en un corps de vérité. C'est ça, cette claire lumière de la mort, ou la claire lumière en général, mais au moment de la mort, c'est spécial, parce que vous voyez bien qu'il y a d'autres moments où il y a ces dissolutions, mais jamais comme au moment de la mort. Au moment de la mort, vraiment, tout se dissout. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est tellement puissant. Donc, c'est la base de purification. C'est ça qu'on va purifier en transformant cet état, en méditant sur la vacuité, en Dharmakaya. Une seconde. Hein. Alors, la claire lumière. Le vide, c'est le corps de nature de base, fondamental. C'est-à-dire le Svabhavakaya. Vous vous rappelez, le corps de nature, dans le Dharmakaya, il y a les deux. Il y a le corps de nature qui est la vacuité, et il y a le Jnana Dharmakaya qui est le corps de vérité de sagesse, qui est l'esprit omniscient. Dans le Dharmakaya est divisé en deux. Donc ici, le vide lui-même, c'est la base qui doit être transformée en corps de nature. Au niveau de la base, c'est ce vide. Et par la pratique, on va par la pratique des tantras, des deux étapes de tantra, le résultat sera le corps de nature d'un Bouddha. Et l'esprit qui prend ce vide comme objet, c'est le corps de vérité de sagesse, le Jnana Dharmakaya de base, celui qu'on va utiliser, qui existe à la base, et que grâce à la pratique va devenir comme résultat ce corps de vérité de sagesse. Donc, si dans notre vie nous avons une bonne compréhension de la vacuité, reconnaître la claire lumière permet de réaliser la vacuité. Cette conscience n'a aucune commune mesure avec les consciences de cette vie. C'est quelque chose de très puissant, c'est-à-dire cet esprit très subtil. Donc, la claire lumière s'élève en dépendance de la fusion des deux gouttes avec les deux qui existent au cœur. Et tous les vents résiduels se résorbent dans les vents extrêmement subtils. La claire lumière de la mort, le vide total, c'est la mort véritable. Alors, la plupart des humains ordinaires demeurent 3 jours en la claire lumière, après quoi les signes des constituants blancs et rouges se produisent. Donc, on dit que la plupart des humains demeurent 3 jours dans la claire lumière, c'est difficile à croire. Mais bon, c'est possible. On dit qu'ils peuvent rester 3 jours. On dit qu'on peut rester 3 jours. Mais sans rester dans la claire lumière, c'est-à-dire rester à ce niveau-là, mais sans le reconnaître. Si c'est des êtres ordinaires, ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas la claire lumière. Les êtres ordinaires qui ne sont pas entraînés n'ont pas la force, la concentration, la force pour utiliser cet état d'esprit. Après, bon, c'est pareil, hein, chaque cas est individuel. On ne sait pas ce qui se passe pour chaque personne. Mais la personne peut être dans un état comme ça, dans cet état. Il y a eu des exemples, par exemple, je ne sais pas si vous savez, il y avait une moniale qui habitait à Nalanda qui était très âgée, Michel. Hein, elle est restée 3-4 jours. Oui, oui. Elle était toute tranquille. Oui, oui. Et en fait, on ne sait pas, elle était peut-être dans la claire lumière, sûrement. Hein. Après, ça ne veut pas dire, pour les êtres ordinaires, que c'est reconnu. Hein. Ben, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ben, c'est une bonne question. On peut te poser la question à Geshe-la. Il va dire parce qu'on a créé les causes. Pardon, qu'est-ce que tu dis?
Oui, mais justement, c'est pas forcément le cas. Un état de félicité, oui, si vraiment tu reconnais, ben c'est ça l'idée, hein, si tu reconnais la vacuité et l'entité de cet esprit, c'est la félicité, la félicité, la vacuité, tu vois. Mais bon, même sans faire ça, ça doit être possible de demeurer dans cette claire-lumière à des niveaux, après c'est différent, hein. C'est une bonne question à poser à Guichela d'ailleurs, je vais lui demander. Un temps qui permet de reconnaître. Oui, après, je ne sais pas. Soit on reconnaît, soit on ne reconnaît pas. Mais oui, c'est une idée, oui, c'est une question. Pourquoi, dans la question, c'est pourquoi si longtemps on resterait comme ça. Donc, prends le micro, s'il te plaît, parce que vous parlez et puis en fait, c'est enregistré et les gens. Oui. Une personne qui n'est pas du tout familiarisée avec la vacuité peut très bien, au moment de la mort, hein, durant ces 3 jours, ressentir quelque chose de très, comme une sorte de félicité. Il y a des témoignages de gens qui sont revenus. Ouais. Après, il va savoir si c'était ça. Va savoir si c'était ce niveau-là. C'est facile de dire il y a des témoignages de personnes. Va savoir si c'était dans la claire lumière ou est-ce qu'ils étaient dans l'apparence blanche. Oui. On ne sait pas en fait, pour sûr. Oui, il y a des témoignages de personnes qui disent, on en a parlé hier, les expériences de proximité de la mort. Mais est-ce que c'était vraiment dans la claire lumière? C'est une question. Je lui poserai la question à Guichela, je vais lui demander d'expliquer plus. Hein? C'est sûr que la personne peut avoir une certaine expérience à ce niveau-là. Maintenant, quoi? Je ne sais pas trop. Oui. Prends le micro, s'il te plaît. Oui. Il semble que j'ai lu, mais je ne sais pas si dans ce livre, que quand on ne la connaît pas, la claire lumière, on peut avoir extrêmement peur parce qu'on a une apparence de vide. Et donc, on se retrouve quelque part où c'est tout vide. Oui, on en parle de ça ici. Oui, en général, lorsque tout se dissout, un être ordinaire a une impression d'anéantissement. Hein. C'est pour ça qu'on se raccroche, parce que tout est perdu. Après, la claire-lumière, je ne sais pas, à ce niveau-là, c'est déjà différent, parce qu'au niveau de la claire-lumière, il n'y a plus de conception ni rien. Donc, l'expérience qu'on a, c'est plus... je ne pense pas qu'il y a la peur au niveau de la claire-lumière. Donc ça, c'est une question, je vais demander à Guichela d'expliciter un peu. Donc, dans les cas où les constituants physiques ont été gravement endommagés par la maladie, les signes ne se produisent pas, quel que soit le nombre de jours écoulés. Oui, donc après la claire lumière s'arrête lorsque, en fait, les gouttes blanches qui au-dessus et rouges au-dessous s'inversent et c'est là que la claire lumière s'arrête, en fait. Et donc, ces constituants se produisent, c'est-à-dire s'écoulent du nez ou de l'organe sexuel, ce dont on a parlé précédemment. Donc, il est dit que les yogis de plus ou moins grandes réalisations sont capables de mêler la claire lumière avec le corps de vérité et de demeurer en cet état pour un nombre de jours supplémentaires plus ou moins important. Donc, les yogis et yoginis qui ont des réalisations, c'est-à-dire qui connaissent la vacuité, peuvent mêler la claire lumière avec avec le dharmakaya, ça veut dire méditer sur la vacuité. Peuvent utiliser cette claire lumière comme méditation sur la vacuité, pour transformer en dharmakaya. Ça ne veut pas dire que c'est transformé tout de suite en dharmakaya, mais l'utiliser sur le chemin, justement. Utiliser la mort, c'est ça, la claire lumière de la mort, sur le chemin du dharmakaya pour arriver à réaliser le dharmakaya. Tu parles là du corps de vérité. Est-ce que ça ne correspond pas au... Le corps de vérité, c'est pas celui de sagesse, le jnana dharmakaya? Non, le corps de vérité, c'est le dharmakaya. Ouais. Ah, c'est pas le corps de l'eau? La claire lumière, mêler la claire lumière avec le corps de vérité. Le corps de vérité, c'est le dharmakaya. Ouais. Le corps de la loi, oui. Quelquefois on dit corps de la loi. Dharmakaya. Kaya, c'est le corps, et dharma, quelquefois on traduit loi, quelquefois on traduit vérité.
Donc, ensuite, on parle, page 52, voilà, de mêler la claire lumière avec le Dharmakaya. Donc, le yogi active, je lis mes notes là, rencontre, on parle de la rencontre ou de mélange de la claire lumière mère et fils. On pourrait dire fille d'ailleurs. Ben oui, puisque c'est la claire lumière, tant qu'à faire. Donc, la claire lumière mère, c'est celle de la mort, hein, qui se produit naturellement. Et fille, c'est la réalisation conceptuelle de la vacuité qu'a la personne. La personne, c'est ce qu'on vient de dire en fait. Si on peut reconnaître la vacuité, si on a compris la vacuité, au moment du moment de la claire lumière, on peut mêler cette expérience de claire lumière à sa propre compréhension de la vacuité et donc réaliser la vacuité à partir de là. Ça revient au même. Dans la rencontre de la claire lumière de la mort et de la réalisation conceptuelle de la vacuité du pratiquant. Et donc utiliser ça pour méditer sur la vacuité. Le yogi active la conscience de la vacuité avec cette apparence de claire lumière de la mort. Parce que avoir cette apparence de claire lumière, qui est quelque chose de naturel, et on peut dire c'est conventionnel, en voyant cet espace qui est complètement duel, complètement lumineux, etc., pour la personne, ça lui évoque la vacuité. Et donc, elle saisit, comme c'est un esprit très subtil, il n'y a aucune dualité dans cet esprit, et donc c'est parfait pour... ça lui évoque la vacuité, et donc il peut saisir ça pour méditer sur la vacuité. Oui, tu prends le micro, s'il te plaît. Je crois que moi j'ai un petit problème de compréhension avec le Dharmakaya. En fait, quand tu dis qu'il mêle donc cette expérience de claire lumière au Dharmakaya, mais je crois que c'est parce que je comprends pas bien. C'est le Dharmakaya pour moi, le Dharmakaya, c'était déjà le corps. Si tu veux, Dharmakaya, c'est le corps de vérité du Bouddha. Quand on dit il mêle la claire lumière avec le Dharmakaya, en fait, c'est imputé. C'est imaginé. C'est pas le vrai Dharmakaya, mais c'est imputé le Dharmakaya, tu vois. Ça veut dire, quand on fait cette pratique, on médite sur la claire lumière, on médite à partir de cet esprit de claire lumière qui est très subtil, on l'utilise pour méditer sur la vacuité, tu vois. C'est un esprit aussi très de félicité, et donc on a la félicité et la vacuité unies, tu vois. Oui. Et en fait, on prend ça sur le chemin du Dharmakaya, c'est-à-dire que on le mêle au Dharmakaya, c'est-à-dire ça devient la cause du Dharmakaya. Voilà. Tu vois. C'est-à-dire que cette méditation, une fois qu'elle est perfectionnée, c'est-à-dire qu'une fois que le pratiquant a terminé tous les chemins et a éliminé les deux voiles, cette méditation, si tu veux, elle sert de cause pour achever le Dharmakaya, pour réaliser le Dharmakaya. Tu vois, parce qu'elle est semblable au Dharmakaya. Voilà, semblable au Dharmakaya. Elle est semblable au Dharmakaya, voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, quand on dit Dharmakaya, c'est imputer. Imputer, quelquefois on dit imputer le nom du résultat à la cause. Tu vois, c'est pas le vrai Dharmakaya, mais ça sert de cause au Dharmakaya. Ouais. Pardon ? Non, le Dharmakaya de base, c'est la claire lumière. Si tu veux, tu peux dire c'est le Dharmakaya du chemin. Tu vois ? Enfin, le chemin, c'est la méditation. C'est la méditation, c'est le chemin. Le Dharmakaya, c'est ce que... Ça, si tu veux, c'est la cause pour le Dharmakaya. Tu vois ? Le Dharmakaya, c'est au niveau du résultat. Il faut bien vous figurer la base, le chemin et le résultat. La base, c'est la claire lumière. Le chemin, c'est la méditation sur la vacuité. Et le résultat, c'est le Dharmakaya. Mais quelquefois, on donne le nom du résultat à la cause. Et c'est pour ça qu'on dit, mêler la claire lumière avec le Dharmakaya, ça veut dire qu'en fait, utiliser l'esprit de claire lumière pour méditer sur la vacuité. Et ça deviendra le Dharmakaya. Et c'est comme ça qu'on amène la mort sur le chemin du Dharmakaya. On est au niveau du chemin, là.
On prend la base, la mort, sur le chemin pour que ça devienne le Dharmakaya. Hein. Et cette expression, d'ailleurs, quelquefois on dit, par exemple, comment on traduit ça? Quelquefois, on dit on prend le Dharmakaya sur le chemin. Oui, on peut dire ça aussi. Hein. Quelquefois, on dit on prend le Dharmakaya sur le chemin ou on prend la mort sur le chemin du Dharmakaya. Là, on a les trois. La mort, la base, c'est la base. Le chemin, c'est la méditation. Le Dharmakaya, c'est le résultat. Hein. Donc, c'est bien d'avoir ce schéma des trois pour ne pas se mélanger trop les pinceaux, savoir à quel niveau ça se situe. Sachant aussi, je répète, que quelquefois on donne le nom du résultat à la cause, hein, au chemin par exemple. Et donc pendant les 20 jours ou plus, pendant ce temps où un yogi peut rester sur cette méditation-là et cette concentration, il intensifie toutes les causes, il multiplie les causes pour avancer vers le Dharmakaya, quoi, en fait. Oui. C'est ça. Oui. Il est dans cette progression-là, quoi, en fait. Une fois, je me rappelle, j'avais demandé à mon maître, ah oui, et ça sert à quoi de rester comme ça? J'ai dit, tu médites sur la vacuité, en fait. Donc, tu crées beaucoup de mérites, et puis... en fait, je ne sais pas trop vous dire, mais après, ça influence la renaissance. Parce que dans la pratique, en fait, on prend la mort, on prend l'état intermédiaire et on prend la renaissance. Hein, c'est-à-dire que du Dharmakaya, on utilise la mort pour méditer sur la vacuité et pour le prendre ça sur le chemin du Dharmakaya. Mais après, de là, on va utiliser le processus du bardo et de la renaissance pour faire naître le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Hein. Donc ça, c'est la première partie de la transformation. Hein. C'est un beau programme, mais bon, on aspire. Le yogi active la conscience de la vacuité. Donc, il reconnaît que la claire lumière... donc, il faut reconnaître la claire lumière, il faut reconnaître qu'elle est dépourvue d'existence véritable. Sur la base de la claire lumière, reconnaître l'absence d'existence véritable et méditer sur la vacuité. Donc, à la page 53. Donc, d'une manière générale, il y a de nombreuses sortes d'air grossiers et subtils. De ce fait, donc, bien que les souffles grossiers se soient dissous, donc les souffles grossiers se sont dissous, avec les 80 conceptions, il reste cependant des vents subtils qui continuent d'exister. Donc, en conséquence, ici, ce qu'il est dit, c'est que le moment où seuls les vents subtils agissent, ici, c'est la définition un peu de... on parle de vent grossier, vent subtil. Quand est-ce que les vents subtils, ils existent quand, en fait? Quand est-ce qu'ils sont proéminents, en fait? Ils sont en fonction. Quand est-ce qu'ils agissent? Le seul moment où les vents subtils agissent, comme une base de conscience, se déroule depuis la dissolution du vent parmi les 4 éléments, c'est-à-dire la 4e. Hein, donc après la dissolution du vent, après la 4e. Hein, depuis la dissolution du vent dans l'apparence, hein, c'est-à-dire à partir de la 5e en fait, jusqu'à la dissolution de la proche obtention dans la claire lumière. Hein. Puisque en fait, juste avant la claire lumière, puisque la claire lumière, c'est un esprit, un vent très subtil. Ensuite, vacuité et vide. Vous l'avez lu ça?
Je le lis, on le lit. Alors, par l'esprit, je ne vois pas pourquoi il y a écrit par l'esprit ici, mais bon, bref. Page 53, vacuité et vide. Les apparences grossières conventionnelles disparaissent durant les 4 vides. Donc, il y a le vide, extrême vide, grand vide et vide total, qui correspondent en fait à l'apparence blanche, l'esprit d'accroissement rouge, l'approche obtention noire et la claire lumière. Donc c'est les 4 vides. Donc, les apparences grossières conventionnelles disparaissent durant les 4 vides, car ces états mentaux, ainsi que l'apparence d'objets, ont acquis une plus grande subtilité que les états et objets précédents. Après la dissolution des 80 conceptions, on est dans des états d'esprit, des états mentaux et des objets beaucoup plus subtils. Et donc, il n'y a plus d'apparence conventionnelle grossière, comme on voit, nous, dans notre expérience. Donc, avec eux, un vide se manifeste, avec ces états d'esprit subtils qui ont comme objet, en fait, ces visions, blanche, rouge, noire et claire lumière. Il y a un vide qui se manifeste. Mais dans ce cas, il ne s'agit pas de prendre la vacuité comme un objet de la conscience. C'est-à-dire c'est comme un vide, comme un espace, mais ce n'est pas la vacuité. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'apparence d'existence véritable. C'est pour faire la différence entre vide et vacuité. Dans ces moments, seules des apparences d'existence réelle se font jour chez un être ordinaire n'ayant pas cultivé la voie. Pour la personne qui n'a pas cultivé la voie, tout ça apparaît de façon véritable. Aucune apparence de non-existence inhérente ne s'élève. Ces personnes voient tout comme existant véritablement. Elles ne voient pas l'absence d'existence véritable. La raison en est que les 4 vides se présentent pour tous les êtres sensibles moribonds. Tous les êtres ont ces visions de vide. Si la vacuité était réalisée à l'heure de la mort, chacun serait sans effort libéré, ce qui est une absurdité. Lors de la claire lumière, un être ordinaire engendre la crainte d'être annihilé. Les êtres ordinaires expérimentent l'apparence de la claire lumière de la mort sans la reconnaître et non pas en la constatant. Donc, ils en font l'expérience, mais il n'y a pas la conscience de ce que c'est. Après claire lumière, mère et fils, la claire lumière de la mort et la claire lumière mère, tandis que ce qui apparaît par le pouvoir de la méditation pendant le sommeil ou l'état de veille, donc à l'occasion du chemin spirituel, est appelé la claire lumière fils. Donc celle qu'on développe par la méditation. La méditation au moyen de laquelle toutes deux sont mêlées au moment de la claire lumière de la mort reçoit le nom de mélange des claires lumières mère et fils. En général, la claire lumière de la mort est-elle une claire lumière pleinement qualifiée? Bien que les claires lumières mère et fils mêlées et stabilisées par un yogi en la vue de la vacuité constituent une claire lumière parfaitement qualifiée, la claire lumière de la mort, qui se manifeste chez un autre ordinaire, non par le pouvoir de la méditation mais d'elle-même, est un exemple d'attribution du nom claire lumière à la seule cessation d'apparence de dualité grossière. Elle n'est pas entièrement qualifiée. Claire lumière, on peut dire la claire lumière, c'est comme la vue de la vacuité quelque part. Mais dans ce cas-là, on l'appelle ça claire lumière, mais c'est pas vraiment qualifié parce que c'est pas une vision de la vacuité. C'est juste imputé. C'est pas la vacuité. De façon, c'est assez clair si tu lis ça. C'est la vacuité chez l'être qui reconnaît la vacuité, il va l'utiliser pour méditer sur la vacuité, mais de façon naturelle. En général, la claire lumière de la mort est-elle une claire lumière pleinement qualifiée? En général. Donc non, en général. De manière générale, la claire lumière est de 2 types. Donc c'est soit la vacuité ou c'est l'objet ou le sujet. Donc l'objet, ça veut dire la vacuité subtile d'existence inhérente, et le sujet, c'est la conscience qui réalise cette vacuité.
Donc pourquoi faire l'expérience de la claire-lumière n'est pas une réalisation de la vacuité? La claire-lumière de la mort n'est pas une vraie claire-lumière. La vraie claire-lumière, c'est quand la claire-lumière de la mort est reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire elle est reconnue comme claire-lumière et on médite sur la vacuité. Ça, c'est la vraie claire-lumière. Donc, les raisons de méditer sur les 8 dissolutions, on les parcourt là je lis mes notes, pour arriver à prendre le Dharmakaya sur le chemin, ou prendre la mort sur le chemin du Dharmakaya. Et donc, on parle de la claire-lumière de l'exemple et de la claire-lumière du sens. Donc, le dernier paragraphe, comme on l'expliquera au chapitre 4, ces étapes de la mort sont intégrées à la voie. Donc, ces étapes de la mort, c'est quelque chose qui se passe pour tout le monde. On les utilise sur la voie. En utilisant la mort en tant que corps de vérité, en tant que Dharmakaya, dans les stades de développement et d'accomplissement du mantra de l'incomparable yoga. Donc, pendant la pratique tantrique, on utilise ce qu'on a déjà expliqué. Elle constitue les principales bases de purification. Toutes ces étapes sont la base de purification. C'est ça qu'on purifie au moyen des claires lumières de l'exemple et du sens. Donc, claire lumière de l'exemple, ça veut dire la réalisation conceptuelle de la vacuité et du sens, la réalisation directe de la vacuité. Il est donc extrêmement important de parvenir à bien les comprendre. Oui, prends le micro s'il te plaît. Est-ce que la claire lumière d'exemple, qui apparemment, on a dit que c'était la réalisation inférentielle de la vacuité, oui. Ça correspond donc à la claire lumière fils, qui est aussi une réalisation conceptuelle de la vacuité, ou pas? Pas forcément. En général, la réalisation. Geshe l'a dit, oui, c'est juste différents contextes dans lesquels on parle, si tu veux. La claire lumière fils, si tu veux, c'est la réalisation de la vacuité pendant la pratique, et Geshe l'a dit que c'était conceptuel. Tu vois. Ici, quand on parle ici, donc dans ce cas-là, on parle beaucoup plus généralement dans la pratique en général, et aussi dans la pratique tantrique, quand on réalise la vacuité, comme en général, on la réalise d'abord conceptuellement, et ensuite on la réalise directement. Donc, dans le conceptuel, ça veut dire inférentiel. Inférentiel, c'est conceptuel, et après c'est direct. Dans la pratique tantrique, on parle la claire lumière de l'exemple et du sens pour ces réalisations-là. C'est vrai ce que tu dis, mais bon, ça, c'est pas. C'est un cadre particulier, et ici, c'est un autre contexte dans lequel on parle. Ça va? Ok. Mais il y a eu aussi 2 distinctions avec la claire lumière objectale et celle du sens. Et on a dit la claire lumière objectale, du côté de l'objet, c'était la vacuité subtile. Ça correspond à quoi, là? Alors, voyons. Ici, c'est quand on parle objet-sujet. Just a little bit. It's okay, Tsanka, we have to finish. Yeah, okay. Oui, en principe, quand on parle du sujet de l'objet. Par exemple, la vacuité, lorsqu'elle est réalisée, elle a un sujet, un esprit qui la réalise, la sagesse. Donc, quand on parle de la claire lumière, on peut parler de l'un ou de l'autre, c'est ça que ça veut dire. La claire lumière objectale, c'est la vacuité subtile, et la claire lumière du sujet, c'est la réalisation de cette vacuité. Alors quand on dit subtil, je ne sais pas qu'est-ce que ça voulait dire ici, la vacuité subtile, ça veut dire sûrement l'absence d'existence véritable. La vacuité elle-même. Dans ce cas-là, au niveau de la vacuité, tu n'as pas de conceptuel ou pas. C'est l'objet dont on parle. Ensuite, tu sais, quand on parle de la vacuité, il y a différents niveaux de vacuité d'après différentes écoles. Alors, est-ce que là, ça veut dire... je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que ça veut dire ici, subtil? La vacuité subtile, c'est la vacuité. Qu'est-ce que tu pensais, toi?
tu sais pas, tu te posais la question. Ouais. Ouais. Micro. Est-ce que ça veut dire que ce qui est perçu par l'esprit, c'est-à-dire la vacuité, et ce qui est et l'esprit tel qu'il est, c'est la claire lumière. Oui, la claire lumière, c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Autant ce qui est perçu que l'esprit. Oui, exact. Voilà. C'est l'objet de la vacuité, c'est la vacuité et l'esprit qui le perçoit, c'est ça. Et on peut diviser en deux, d'après quel côté on regarde. Oui, prends le micro, s'il te plaît. Il me restait juste une question. À un moment donné, on a parlé de l'esprit de claire lumière de la mort constitue le Dharma Dhatu. Je suis Oui. pas sûr de bien avoir noté. Oui, oui, oui. Oui, j'ai... Oui. Oui, j'ai posé la question à Geshe-la aussi parce que je n'avais pas compris. Il a dit l'esprit de la claire lumière est la sagesse de base du Dharma Dhatu. C'est ça. On a parlé des sagesses fondamentales. Hein. C'est-à-dire que... On a parlé des sagesses fondamentales, c'est-à-dire ceux qui, au niveau de la base, constituaient ceux qui allaient se transformer dans la sagesse au niveau du Bouddha. Hein. On a parlé des 5 sagesses fondamentales. Et on les a passées en revue déjà, on a terminé, non? Les 5 sagesses. Je ne sais plus où on était. Ici, si tu veux, parce que ce qu'a dit Geshe-la, c'est que l'esprit de claire lumière, c'est-à-dire la claire lumière, l'esprit, qui au niveau de la claire lumière naturelle, cet esprit-là, il sert de base, si tu veux. C'est le niveau... Oui, c'est au niveau de la base ce qui va donner la sagesse du Dharma Dhatu. Alors le Dharma Dhatu, c'est traduction Sheying, la sphère des phénomènes. Donc la sagesse de la sphère des phénomènes, je ne sais pas exactement, ça serait aussi une question à poser à Geshe-la. Je peux lui poser. Hein, mais c'est sur le même modèle que les autres sagesses. Hein, c'est clair? Dit-il avec la moue. Ça veut dire que l'esprit de claire lumière est au niveau... on avait à chaque niveau, il y a la sagesse fondamentale, c'est-à-dire un type de sagesse qui est quelque chose d'ordinaire, qui va devenir, qui est au niveau de la base, qui existe au niveau de la base et qui, après transformation, va devenir cette sagesse au niveau, cette sagesse du Bouddha. Et donc ici, l'esprit de claire lumière, c'est ce qui existe à la base, qui est quelque chose d'ordinaire en fait, et qui, après transformation, va donner la sagesse du Dharma Dhatu au niveau du Bouddha. Oui, eh ben, je vais demander à Geshe-la d'expliquer, c'est difficile. Dharma Dhatu, en fait, c'est la sphère de la vacuité. Hein. Mais... Hein? Oui, la sphère des phénomènes, la sphère des Dharma Dhatu. Oui, tu veux expliquer Oui. Tu veux expliquer, vas-y. Oui, moi, ce que j'avais dit tout à l'heure, quand on en avait parlé, pour moi, c'était le Dharma Dhatu, c'était la vacuité, dans le sens où tous les phénomènes naissent de la vacuité, retournent à la vacuité. Ok. Sheying, en fait, c'est la... Comment j'avais dit, là? Bon, c'est comme ça que je me l'explique, quoi. Oui. Oui, ben, je pense que ça fait référence à la vacuité. Sheying, comment j'avais dit, là? La sphère, oui, la sphère des phénomènes, qui fait référence à la vacuité. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire que ça. Ouais. D'accord. Donc, c'est bon? Vous avez d'autres questions? Vas-y, prends le micro, s'il te plaît.
Dernière question, pour faire des liens toujours. Quand on a parlé du ciel pur et lumineux qui s'apparente en tout point à l'apparence de la vacuité, et qui est donc cette expérience de la vacuité mais sans sa réalisation, tu as dit que c'était, j'ai pas bien compris, l'esprit conventionnel. Oui. Est-ce que ça correspond à l'esprit clair et connaissant, qui est aussi l'aspect conventionnel? Ah oui, j'ai dit ça, vacuité. Conventionnel. Euh, C'était quand j'ai dit ça, je sais plus. On parle de la claire lumière ici. Hein. Oui, ce que je disais, c'est que oui, l'esprit clair est connaissant, mais bon, ça correspond, mais c'est dans des contextes différents. En général, l'esprit est clair et connaissant. On parle de n'importe quelle conscience, même la conscience visuelle, etc. Tu vois, est clair et connaissant, c'est sa nature conventionnelle. Ici, quand on parle de la claire lumière, on ne parle pas de n'importe quel esprit, n'est-ce pas? C'est pas juste l'esprit clair et connaissant quelconque. Clair et connaissant, c'est quelque chose qui couvre tout ce qui est conscience. Tu comprends? Donc, il y a différents contextes. Tu ne peux pas dire que c'est la même chose. Tu comprends? Par contre, clair et connaissant, c'est la nature conventionnelle de n'importe quel type de conscience. Ici, si tu veux, la claire lumière, c'est à ce niveau-là l'aspect conventionnel de cet esprit très subtil. Oui. J'ai une traduction donnée par Valérie du Dharma Dhatu, là. Sphère immaculée, vacuité de l'esprit. Vacuité de l'esprit, sphère immaculée. Ok. Vacuité de l'esprit. Ok. Sphère de la vacuité, des phénomènes, de la vacuité, d'accord. On peut demander à Geshe-la aussi. Une autre question? Il y avait des questions? Juste pour terminer, je vais terminer ce qu'a dit Geshe-la et puis après on va arrêter. Parce qu'il a commencé là. Oui, il est intermédiaire. Et puis il a dit ah ben ça va, on va terminer, il n'y a pas grand chose, il reste plus grand chose. Je dis vous êtes sûr? Et il a dit ah mais si tu veux on termine demain. Il dit parce qu'il voit que je suis un peu là. Ah il va jamais finir, il va jamais finir. Hein? Ah ben c'est pas qu'il m'a entendu, c'est que hein? Donc je dis pas trop parce que mais il sent, il le sait. Pas besoin de dire. Juste pour terminer, donc, quand les deux gouttes se retournent et se séparent, donc les deux gouttes se retournent, s'inversent et se séparent, simultanément, la conscience quitte le corps à ce moment-là. Et les deux gouttes montent et descendent, simultanément, le bardo commence en fait. Lorsque la conscience quitte le corps, c'est le début du bardo. Le vent de l'esprit très subtil, ah oui, c'est là qu'il y a eu, il y a eu un peu de difficulté, mais en fait, c'est pas très compliqué. On a le vent de l'esprit très subtil et l'esprit très subtil, en fait, qui à ce moment-là quitte, c'est ça qui quitte le corps. Donc, l'esprit très subtil, le vent de l'esprit très subtil sert de cause substantielle au corps de l'être du bardo, c'est-à-dire le vent est ce qui devient l'être du bardo. L'esprit très subtil servant de condition coopérative, ça veut dire qu'il faut quand même que l'esprit très subtil soit là pour servir de condition, mais la cause substantielle, c'est le vent. Et d'autre part, l'esprit est la condition, l'esprit très subtil est la condition substantielle pour l'esprit de l'être du bardo, et le vent est la condition coopérative pour l'esprit de l'être du bardo. C'est ça qu'on a dit? D'accord. Voilà.
Donc, il y avait aussi une petite difficulté parce qu'à un moment donné, on parle le vent servant de monture à la claire lumière de la mort, c'est-à-dire ce vent très subtil. Et à un autre moment, on parle de le vent très subtil supportant la vie. Hein. Donc, il y a des façons différentes de le nommer, mais en fait, c'est la même chose. Peut-être que d'un certain côté, il a cette fonction de supporter la vie. Mais Geshe-la a dit, on en a parlé hier aussi, hein, on a parlé que en fait, le vent supportait la vie et ce qui garde hier on a expliqué ça, le vent et l'esprit très subtil ensemble. Hein. Donc c'est pas différent en fait. Et voilà. Et non. Non, pas, je sais pas, non, c'est pas ça. Je sais pas si c'est ça. Ce vent, soutenant la vie, agit comme la cause coopérante. Non, ici, c'est simplement une façon différente d'appeler ce vent. Voilà. Et donc, c'est ça qui est en fait la cause du ce vent très subtil, en fait, et l'esprit très subtil et le vent très subtil sont la cause. Hein, c'est la cause, c'est-à-dire l'effet de ce vent dans le bardo, une fois que ça a quitté le corps, ils deviennent, c'est ça qui produit en fait le corps et l'esprit de l'être du bardo. Et il s'agit d'une naissance spontanée. Alors, qu'est-ce que c'est une naissance spontanée? Hein? Sans matrice, miraculeuse on dit quelquefois, c'est-à-dire qui naît spontanément. Voilà, merci. Page 91, pour faire les prières de dédicace. O Changchuk Senchok Rinpoche Makye Panam Ke Gyuchik Ke Panyam Pame Payang Gongne Gongdu Perwacho Doni Tawa Rinpoche Makye Panam Ke Gyuchik Ke Panyam Pame Payang Gongne Gongdu Perwachok. Page 92. Kangring Rawe Ko We Shinkam Du Pendam Dewa Malu Joene Chen Rezi Wang Ten Jingatso Ishape Site Padu Tengyochik Tup Suchang Jinjang Gewe Tenzin Kyong Perwe Kunze Topodze Chok Sum Ku Welem Mentudu Padak Soduche Gendu Shatencho Jetsuname Kutseraten Shinam Katrine Choshuge Patang Lo Sangten Pedeme Sasum Guido e Munsel Tatune Yuchik Do
Onining Jesun Dujupe Lam Shishel Selze Ganshenten Dögen Shagnape Moten Zingatso La Sawadepso Shedun Lundocho. Merci, bonsoir. Donc ce soir, c'est le Vénérable René, on a la visite. Et sinon, on se retrouve à 9h demain matin.